Bon, écoutez, je pense qu'on est tous compris. Enfin, ceux qui avaient confirmé en fait. Tu vas faire l'appel, Nico. Bonsoir à tous. Donc, Charles Ferré, Patricia Dubouchot, Yves Datin. Il n'y a pas de données de tout le monde s'il y a des besoins. C'est pas noté. On va retrouver le pouvoir de Yves Datin. Donc, Nicolas Pontin-Souza, présent. Denis Perra. Présent. Jean-Marie Taguet. Présent. Muriel Rivet. Didier Cassé. Présent. Ludivine Bouillon me donne pouvoir. Donc, Yves Datin, c'était pouvoir à Jean-Marie Taguet. Yann Octavian Pop donne pouvoir à Mme Dubouchot. Annie Carrara. Claire Floris. William Trahen. Annie Delsol. Mathieu Oliveira donne. Je ne sais pas comment ça se fait. Il donne pouvoir à M. Datin. Donc, donne pouvoir à Mme Perra. Liliane Villalba. Paul Colbel. Delphine Auriel donne pouvoir à M. Colbel. Stéphane Coty. Marie Vatroussier donne pouvoir à M. Ferré. Jean-Michel Freix. Francis Smuda. Olivier Villa. Dany Vidal. Thierry Legal donne pouvoir à Mme Membourg-Bisson. Clarisse Gallet donne pouvoir à M. Villa. Brigitte Membourg-Bisson. Merci. Tant que j'ai la parole, et si j'oublie, avant que j'oublie tout à l'heure, en sortant, vous n'oublierez pas de signer par rapport aux décisions notificatives. Je vais vous le rappeler tout à l'heure quand même. Merci. Voilà, donc on va commencer comme d'habitude sur les procès-verbaux des autres séances. Alors, il y en a qui avait été validé, celui du quelle date il y avait celui qui a été validé, c'était celui du 10 juillet 2027, donc ça c'était OK. Et pour celui de la séance dernière, du 4 septembre, avant de le valider, est-ce que vous avez des observations à faire? Écoutez, je n'en vois pas, donc on va le valider pour la séance prochaine. Donc on enlèvera projet, donc on a un filigrane, et puis on va attaquer la séance du conseil. Alors, il y a des choses qu'on a déjà vues au conseil communautaire, donc je ne serai pas surpris. Donc on ne va pas relister toutes les pages. D'ailleurs, vous avez tout reçu donc, en numérique. On ne va pas imprimer toutes les pages, ne serait-ce que le premier rapport pour le rapport d'activité. Donc le rapport d'activité de la communauté de communes qui est soumis à l'approbation de tous les conseils municipaux, c'est-à-dire 19 communes qui constituent la communauté de communes Ventadour et le temps pour les biens. Voilà. Si vous l'avez feuilleté en partie, bon, je ne veux pas tout vous feuilleter, mais enfin, vous avez la présentation de la commune, avec les 19 communes, et puis surtout ce qui est intéressant, c'est les compétences de la communauté de communes, puisque c'est quelque chose que beaucoup de personnes ignorent, mais en fin de compte, c'est un élément d'attraction pour notre territoire. Voilà, donc, alors juste je vous les liste, et puis après, donc on ne va pas tout reprendre le rapport. Hein. Donc, le plus gros budget là, pour la communauté de communes, c'est l'action sociale en faveur de l'enfance jeunesse. C'est Denise d'ailleurs qui a le rôle de vice-présidente pour cette délégation. L'aménagement du territoire, tout ce qui concerne le PLUI, les schémas directeurs pour l'alimentation en eau potable, l'assainissement, la politique du logement et le cadre de vie, la construction et l'entretien et la gestion des équipements sportifs et culturels, en particulier, donc on a deux sites là, qui sont relativement onéreux pour la collectivité. C'est le centre agro-créatif, hein, on a un déficit récurrent de 400 à 500 000 euros là par an. Et puis l'OTP, c'est l'ouvrage de théâtral permanent qui se trouve à la Pau. On a la compétence du service public d'assainissement non collectif, le SPAC, voilà. Le développement économique, la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés. Donc, vous avez dû recevoir dernièrement un courrier. La gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations en particulier, c'est la GEMAPI. Et puis l'activité touristique par l'intermédiaire de l'Office du tourisme communautaire. Voilà, donc je ne veux pas tout vous lister, vous avez tout à votre disposition. Bon, c'est juste une présentation, il n'y a pas de vote, hein, c'est une présentation. Voilà, donc s'il n'y a pas de problème, on passe à la délégation suivante.
C'est Stéphane qui nous rapporte la présentation du rapport sur la qualité de l'eau et 2024. Merci. Alors, présentation du rapport sur le prix et la qualité du service public de l'eau 2024. Monsieur le maire rappelle que la société SOR a été retenue en qualité de délégataire pour le service public de l'eau. Le contrat de délégation a pris effet le 1er janvier 2022 pour une durée de 12 ans. Le bureau d'études Gétudes, en fonction des données produites dans le rapport annuel du délégataire RAD, a réalisé le rapport sur le prix et la qualité du service public de l'eau, qui est joint en annexe. Monsieur le maire propose au conseil municipal de prendre acte du rapport sur le prix et la qualité du service public de l'eau pour 2024. Présentation du rapport sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement 2024. Monsieur le maire rappelle que la société SOR a été retenue en qualité de délégataire pour le service public d'assainissement. Le contrat de délégation a pris effet le 1er janvier 2022 pour une durée de 12 ans. Le bureau d'études Gétudes, en fonction des données produites dans le rapport annuel du délégataire RAD, a réalisé le rapport sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement qui est joint en annexe. Donc, monsieur le maire propose au conseil municipal de prendre acte du rapport sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement pour 2024. Si vous avez lu les deux rapports, le RPQS et puis notre rapport qui concerne donc, le service public de l'assainissement, on a vu donc le prix du mètre cube d'eau potable, on avait augmenté là, pour faire fi aux travaux d'aménagement et de liaison avec le syndicat des Puits des Fourches, chantier qui est suivi par William. Bon, au niveau des analyses bactériologiques, il n'y a rien à signaler. Donc, vous allez voir que le coefficient de rendement, donc, il est sensiblement le même que l'année précédente. Et ensuite, vous avez donc sur ce rapport l'agence de l'eau avec une note d'information sur les redevances. Alors, le cycle de l'eau potable, cette année, on n'a pas acheté d'eau. On a produit 410 172 mètres cubes. On a 90 km de canalisation pour la collectivité. Alors, il y a une perte qui est estimée aux alentours de 58 000 mètres cubes. Je vais faire grâce des décimales pour avoir des chiffres ronds. On vend de l'eau donc à Rosier et peut-être à Roussy à Gourdon. Voilà, on a vendu pour 21 000 mètres cubes. Et on a facturé 325 618 mètres cubes. Alors, le nombre d'abonnés a légèrement augmenté. On a une dizaine d'abonnés, je crois que c'est une vingtaine d'abonnés supplémentaires cette année. Et avec effectivement un rendement de 80%. Voilà, donc c'est juste pour prendre acte, comme disait Stéphane, voilà, sur les deux rapports. Et puis ensuite, le rapport de l'assainissement qui indique que l'assainissement, pour que le contribuable ait le même prix sur la facture d'eau, que ce soit eau potable et assainissement, on avait donc baissé le prix de l'assainissement. Alors, ce qui m'inquiète toujours un petit peu, moi, c'est les eaux pluviales qui arrivent à la steppe. Si vous avez regardé, on a 2023 donc abonnés par rapport à 1989 abonnés en 2023. On a 23, on a 34 abonnés supplémentaires. On a assujetti 480 000 mètres cubes d'eau. Alors l'an dernier, on avait 300 000 mètres cubes et j'ai vu que le rapport de la SOR a rajouté l'eau qui est facturée à Charal. Vous savez qu'on a un coefficient de pollution de 3 et quelques, donc il consomme 80 000 mètres cubes. Et le coefficient de pollution de 3, donc ça fait il paye 240 000 mètres cubes. C'est pour ça que vous avez 160 000 à peu près mètres cubes supplémentaires par rapport à l'année précédente. Voilà. Et par contre, c'est ce qui m'inquiète toujours, on a 300 000 mètres cubes d'eau claire, c'est-à-dire des eaux pluviales. Alors il y a des travaux importants qui se font sur la commune actuellement pour séparer les eaux pluviales de l'eau d'assainissement. Et l'an dernier, nous avions 446 000 mètres cubes. Et donc, on a baissé carrément d'un tiers sur les eaux pluviales. Voilà, donc après, tout est rejeté dans le milieu naturel et les eaux pluviales, effectivement, elles sont rejetées par ce qu'on appelle, en particulier par le déversoir d'orage. Bon, voilà, vous avez tout à votre disposition, donc c'est assez succinct dans le tout.
Je passe au... Délibération numéro 4, demande d'aide auprès de l'Agence de l'eau concernant la mise en place du dispositif d'urgence sécheresse en 2025. Monsieur le maire expose au conseil municipal que dans le cadre du dispositif d'urgence 2025, la collectivité a dû réaliser un certain nombre de travaux, notamment la réalisation d'une prise d'eau temporaire sur le lac du Guéraud. Ces travaux entrent dans le dispositif urgence sécheresse et sont aidés à la hauteur de 50% par l'agence de l'eau à Dourgaronne. Monsieur le maire propose au conseil municipal de solliciter la subvention correspondante auprès de l'agence de l'eau à Dourgaronne, de l'autoriser à effectuer toutes les démarches et à signer tous les documents nécessaires à cette demande de subvention. Est-ce qu'il y a une question? Alors c'est effectivement le pompage qui s'est mis en place. Le pompage qu'on a mis en place cet été dans le lac, puisqu'en fin de compte, il était interdit de puiser de l'eau dans l'aéro, puisque avec le temps, on a deux sources d'approvisionnement. On a donc les sources, et les sources, vous avez constaté en fin de compte la période de sécheresse qu'on a subie cet été. Et pour vous donner toujours un ordre d'idée, si vous partez sur une consommation journalière de 1200 m3, les sources au plus bas, elles ne fournissent que 700 m3. Plus d'eau dans le Daïro, alors on était en dessous du débit minimal. Donc on a pris la décision, heureusement qu'on a pris la décision début juillet, parce que la décision, il fallait au moins 4 semaines avant qu'elle soit exécutée, avec les consignes de l'OFB, les consignes de l'ARS. Donc on a mis un pompage au niveau de la passerelle qui mène à Lille. Et puis de ce fait, ça permet effectivement de compléter l'approvisionnement en eau de la commune. Et on rentrait effectivement dans le fond sécheresse, avec une période de canicule, manque d'eau, et puis qualité bactériologique effectivement de l'eau. Donc la chambre de l'eau à Dourgaronne nous subventionne à 50%, par contre on n'a pas mis le montant à couvrir. C'est autour de... Ça va être aux alentours de 100 000 euros, et comme on n'a pas encore le... Enfin, là maintenant on va le savoir, mais ça dépendait du nombre de jours de location du bâtiment. Voilà, donc c'est pas une mince affaire, quand même, on a 5 000 euros donc à sortir. Voilà, donc ça permet effectivement de passer le cap sachant quand même qu'on a une autorisation de prélèvement dans le lac d'une année supplémentaire, c'est-à-dire si jamais il y a encore un coup dur, on pourra pomper, ou si le chantier a beaucoup de retard, je ne sais pas tout William, donc le chantier suit son cours normalement. Voilà, il faut effectivement qu'on prenne cette délibération. Juste une question, ce sera imputé sur le budget de l'eau ou de la Ah oui, de l'eau. C'est de l'eau, c'est pour l'approvisionnement en eau potable. C'est pour l'approvisionnement en eau potable, donc c'est pour l'eau. On verra tout à l'heure l'élection modificative, il y avait des crédits pour, notamment, mais on en parlera tout à l'heure. Le niveau du lac, il a baissé ou on aurait eu de la réserve encore pour... Non, on avait la réserve. Mais c'était une bonne étude. Et c'est vrai que... Puis d'ailleurs, j'étais surpris de la bonne qualité, à part de beaucoup de particules fines qu'on a dans le lac, mais sinon on avait une très bonne qualité bactériologique. Tu as fait voter? Oui. Donc, on se retrouve. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Voilà, donc une autre délibération qui concerne effectivement l'eau. Alors je vous ai mis sur la table, je pensais que vous l'aviez, mais ça avait été oublié d'être glissé dans l'enveloppe. Alors il y a eu deux copies. Alors vous avez une feuille recto verso, c'est celle-ci qui est importante, où on a fait le résumé donc avec la directrice générale de la Comcom sur les possibilités de transfert de l'eau et ce que ça impliquait. Donc, je vous le dis quand même, parce que c'est important que tout le monde soit au courant de ce qui se passe. Vous savez que la loi du 11 avril 2025 a supprimé le caractère obligatoire de transfert des compétences eau et assainissement au 1er janvier 2026 pour les comités de communes. Alors, cependant, elle réaffirme la possibilité de créer des syndicats intercommunaux mixtes et encourage la mutualisation pour renforcer la qualité du service public et de la sécurité de la ressource. La position de l'agence de l'eau, les financements d'aide au fonctionnement et d'investissement resteraient priorisés et à bonifier pour les services structurés et regroupés à la bonne échelle.
Alors ça menait pas mal de débats au niveau de la communauté de communes, puisque c'est quoi la bonne échelle? C'est une commune de 500 habitants, de 600 habitants, c'est Égletons. Visiblement, donc, l'agence de l'eau ne s'est pas prononcée. Et en plus, ce que je trouve aberrant, c'est qu'il y a des agences de l'eau qui n'ont pas la même politique que l'agence de l'eau à Tourgaronne. Disons que la plus souple, ce serait notre agence de l'eau à Tourgaronne. Par contre, si vous prenez l'agence de l'eau Loire, et en particulier en Haute-Corrèze, eh bien, il y a des communes qui sont coupées, si vous voulez, parce que le bassin versant va vers la Vienne et la Loire. Donc, ils n'ont pas la même politique. Alors, et ce qui était mis en place, c'est qu'il disait que les services qui disposent d'une taille suffisante pourront se structurer pour atteindre les objectifs de qualité de service et de gestion patrimoniale. Le département de la Corrèze, qui encourage également la gestion de l'eau à une échelle pertinente. Alors, ce qu'on voulait, c'est que il y a deux cas de figure. Si vous avez retourné donc la page, et vous avez les scénarios qui se font soit avec Égletons ou soit sans Égletons, avec des prix très conséquents. Alors, inclure Égletons dans une structure intercommunale permet de répondre aux attentes des financements. C'est ce qu'ils souhaitent, c'est qu'Égletons rejoignent donc les 18 autres communes. Ce qu'on ressort de cette inclusion d'Égletons, qui permettra de conforter Égletons dans son rôle de centralité et de renforcer la solidarité territoriale. Voilà, c'est important au niveau d'une. Ça c'est un aparté, c'est important au niveau d'une communauté de communes, quand vous avez la moitié de la population qui est dans la ville-centre, alors on trouve dans toutes les communautés de communes où il y a certaines tensions qui se créent, et moi je trouve qu'il faut que la commune, donc, on ait un esprit de solidarité avec les autres communes. En plus, l'inclusion d'Égletons renforcera la capacité technique et financière d'un futur service, notamment pour les investissements lourds, PPI, eau et assainissement, meilleure répartition des coûts si Égletons est inclus, une tarification plus stable pour les usagers du territoire. Alors, le choix d'un syndicat avec Égletons est une solution pertinente et acceptable, les communes conservant la liberté d'adhésion. C'est encore, il faut qu'on en discute. Et le transfert à la communauté de communes offre la tarification la plus compétitive pour les usagers et une meilleure maîtrise des coûts à long terme tout en simplifiant la gouvernance. Alors, ce que je trouve un petit peu aberrant, c'est que il y a beaucoup de gens qui nous font le reproche de écoutez, moi je préfère aller à la commune d'à côté sans citer de nom, ils payent l'eau donc 1,10 € le mètre cube, donc je ne peux pas venir à Égletons, je paye l'eau 2,37 € le mètre cube. Et ça permettait d'uniformiser donc un tarif identique pour toutes à grande échelle, sur 10 ou 12 ans. Enfin, il y a cette politique de solidarité où l'agence de l'eau financerait tous les emplois induits pour les collectivités, parce que moi j'ai eu l'occasion, dans ma carrière d'élu, d'être élu à Montaignac sur Douce, et heureusement qu'il y avait un maire qui avait la mémoire de passage des tuyaux, il n'y avait pas de SIG, et quand il y avait des pannes, c'était des soirées, des journées à rechercher la panne, donc sans SIG pour l'époque, le diamètre des tuyaux était connu, et ça permettra effectivement d'avoir, dans les copies qui ont précédé donc, le rapport, ça serait une dizaine d'emplois qui seraient créés pour toute la communauté de communes. L'agence de l'eau financerait donc ces emplois, et on aurait une politique structurée pour tout le monde, que ce soit une commune comme Chaumeil, comme Saran, ou comme Lafage ou La Pau. Voilà, ça part de nos sentiments. Et vous avez vu quand même que la coche est différente si vous êtes sans Égletons ou sans Égletons. Juste, si vous prenez le tableau, si vous regardez donc le tableau, les parts fixes, alors ici, c'est juste le coût de la facture d'eau en mètre cube. Si la gestion syndicale se fait sans Égletons, c'est 6,26 €. Avec Égletons, c'est 3,67 €. Et pour l'eau potable, vous arrivez donc à des prix qui fluctuent de 4,45 à 3,18. Bon, ça demande donc à plus de précision. Et oui, donc on aurait une gestion comme ça se passe à l'agglo de Brive, par exemple, où il y a un président pour toutes les communes et qui permet de gérer efficacement tous les réseaux.
En plus, ce qui est essentiel, c'est qu'on aurait une interconnexion. Jusqu'à présent, bon, les communes n'ont pas trop besoin d'eau, hein, sauf une ou deux là, qu'il a fallu citerner, mais pas sur notre secteur, pour voir donc l'avenir avec plus de clairvoyance. Et quand on est élu, si vous voulez, il faut quand même qu'on ait une vision sur les années à venir, sur l'approvisionnement en eau potable. L'assainissement donc, est à part, hein, puisqu'il y a beaucoup de communes qui sont en SPAC. Nous, on est en assainissement collectif pour 95% des abonnés. Voilà, et je voulais effectivement vous présenter ce scénario de manière à ce que les bureaux d'études puissent travailler dans l'hypothèse avec Égleton ou sans Égleton, donc ça sera avec Égleton, que ce soit une compétence intercommunale, c'est-à-dire que toutes les communes sont obligées d'adhérer à la communauté de communes, soit compétence syndicale, où il peut se créer effectivement des petits syndicats indépendants comme le syndicat de Rosiers, Moustier, Montaignac, voilà. Donc, et sachant que pour englober, moi je vois que pour englober une commune comme Moustier qui est venue se rattacher à Rosiers et à Montaignac, c'est au moins l'affaire de 2 ans. Hein. Donc, si on part dans ce scénario dans les années à venir, il y aurait donc un personnel qui serait financé par l'agence de l'eau, et puis toute une étude technique qui nous amènerait donc à mieux cerner notre réseau d'eau potable. Voilà, donc j'étais un peu long. Enfin, alors pour les copiles, j'ai regardé, donc Thierry Le Gall avait été invité pour les 2 copiles. Alors, je ne sais pas s'il est venu ou pas, mais enfin, il y avait énormément de monde qui participait donc à cette présentation du rapport GPU. Voilà, si vous avez des questions, de toute façon, alors Astrid, on avait parlé du rapport qu'on avait demandé à Olivier. Donc on s'est posé la question, c'est pas qu'on voulait pas revenir, on s'est posé la question parce que c'était un rapport d'études, hein, et c'est tout un travail, il peut être diffusé aux élus, mais par contre sans diffusion dans le grand public. Voilà, c'est ce qui nous a un peu gêné. On ne s'agit pas de toutes les choses avec la discrétion, mais on ne sait pas trop ce qui peut se passer. Donc vous pourrez nous le passer, ou c'est Mariotte qui nous passera? D'accord. Oui, parce que c'est important là, d'avoir le rapport vu l'ampleur du sujet. On a un échéancier ou... On n'a pas d'échéancier, c'est-à-dire, donc on attend effectivement donc, la loi qui est passée, mais c'est sous la gouverne de la charte de loi d'Oran. C'est-à-dire que, et sous la gouverne effectivement du conseil départemental aussi, c'est-à-dire que si on n'est pas capable de fournir l'entrée de l'eau aux alentours de 2 € le mètre cube, donc il n'y aura aucune aide. Et les communes rurales, donc c'est plus la peine. Donc elles ne peuvent pas travailler à moins de 2 € sans subvention. Voilà. Mais le rapport, le rapport est très explicite. On s'aperçoit qu'il y a des divergences entre communes qui sont effroyables. Oui, voilà, ben c'est ce que je me dis. Je me dis que les communes, la première chose qu'elles vont regarder, c'est la synthèse des scénarios, sauf qu'elles vont regarder la colonne qu'on n'a pas ici, c'est-à-dire le prix payé actuellement pour l'assainissement et la distribution de l'eau potable dans leur commune. Et ils vont comparer les abonnés aux scénarios qui sont proposés ici. Nous, c'est 2033, la fin du contrat avec la SOR. Oui. Donc, on va sans doute aller jusqu'au bout du contrat ou... Mais on ne peut pas le rendre. C'est obligatoire, ça. Voilà, donc l'échéancier, on sait que c'est pas... Si la SOR peut travailler avec La SOR peut travailler avec la communauté de communes, un syndicat. Ce n'est pas obligatoirement toute la communauté de communes qui aura une DSP. Mais on regarde UGH, ils font avec Suez. Suez est toujours la DSP de l'eau potable. BRK, je pense. D'accord, parce que dans la proposition de délit, il est question d'une régie. Ben, c'est possible, mais c'est ce qui est écrit dans la régie. Donc nous, on... Je veux dire, ça fait partie des choses possibles. Et surtout le fait que là, on parle de l'eau, mais on parle aussi de la. Enfin, si on est à un niveau intercommunal ou de syndicat, il y aura plusieurs manières de fonctionner pendant, comme disait M. le maire, pendant une dizaine d'années. Il faudra que notre DSP s'éteigne. Il y aura un fonctionnement en régie sur certaines communes. Voilà, il y a une dizaine d'années où il faudra que ça se lise pour arriver vers un service commun. C'est ça. Comme le tarif d'ailleurs, les tarifs c'est pas pour le premier jour où il y a le transfert que le tarif se lisse obligatoirement.
Alors, Enfin, après, nous, on est favorable, puisqu'à la fin, on lit, c'était un des points de notre campagne il y a 6 ans, et c'était bien ce qui est écrit dans la délite qui nous est proposé ce soir, où un syndicat de communes a créé, étant précisé que cette structure exploitera ce service d'intérêt public à caractère industriel et commercial au travers de sa régie. Non, mais ne le modifiez pas, s'il vous plaît. Non, mais parce que je pense que c'est le bon choix. Oui, tout à fait. Voilà, donc voilà, on a envisagé toutes les possibilités. Pardon, et donc juste le raisonnement de tout ça, c'est que si le choix pris par la communauté de communes amène à abandonner la délégation pour une régie, même si je comprends que dans la période qui nous lie à la SOR, on ira jusqu'au bout du contrat, c'est, tu évoquais la connaissance, disons, de par la mémoire des agents de ce que sont les réseaux, il faut qu'on soit sûr que le transfert se fera bien aussi. Le transfert, c'est quand on est passé de DSP, on est passé de Suez à SOR, les informations ont suivi. Oui, donc en fait, ça serait le même principe, c'était appelé par une régie, le personnel théoriquement suit et les informations suivent. Comme nous, quand on est passé de personnel municipal vers une DSP. Mais là, c'est la France. Pour étendre ta réflexion, on a la même réflexion pour le syndicat des ordures ménagères du département, où Paprec exploitait l'usine d'incinération à Saint-Barthélemy-de-l'Arche, que vous voyez quand vous prenez l'autoroute, là, sur la gauche en filant vers Bordeaux. Et là, donc Paprec n'a pas été retenu, donc c'est Veolia. Et donc tout le personnel, il n'y a que les directeurs qui ont été affectés par ailleurs, et tout le personnel est repris par Veolia. Donc c'est pareil aussi. Et juste pour conclure, ce qui expliquera le vote qu'on a décidé d'adopter par la suite, c'est qu'il nous semble qu'on aurait dû avoir préalablement, bien sûr, une transmission même confidentielle du rapport, pour bien le lire, le comprendre, parce que malgré toute ta pédagogie, c'est bref là, pour comprendre ainsi le dossier, et aussi un débat, ou au moins un point en communauté de communes, précisant, pour qu'on ait, là on va engager la communauté de communes finalement, donc ça serait intéressant de travailler un peu plus pour nous qui ne sommes pas dans la conférence des maires, les débats. Thierry Legal est invité. Oui, il est invité, mais il n'y a pas eu de prise de position. Il a bénéficié de l'information par le bureau d'études, l'explication du rapport, mais il n'a pas eu de décisions qui sont prises, de positionnement des différentes communes. Voilà, donc écoutez, je pense qu'on a. Alors, vous recevez le rapport, hein, donc il y a beaucoup de chiffres. Hein. C'est un peu indigeste, si vous avez les chiffres, tant mieux. Mais c'est un rapport qui présente 19 communes et qui permet effectivement de faire le lien avec une conclusion qu'on vous présente ici, la synthèse des scénarios. Donc, je pense qu'il y a une décision, il y a un vote. Y a-t-il des votes défavorables? Y a-t-il des abstentions? Donc 5 abstentions et puis 22 pour. Voilà, merci de votre confiance à mes collègues qui ont voté pour la suite. Voilà, après donc, nous arrivons à William. Alors, délibération numéro 6, syndicat du Puy des Fourches, les airs, retrait des communes d'Ébéton et d'Espartignac et modification des statuts. Monsieur le maire expose que par délibération en date du 4 septembre 2025, la commune a sollicité son retrait du syndicat du Puy des Fourches, les airs, et la commune d'Espartignac a, par délibération du 5 septembre, sollicité la même demande sur la base des dispositions prévues à l'article du Code général des collectivités territoriales, après avoir établi un rapport dit document d'incidence, requis en application des dispositions de l'article 5211 alinéa 39.2 du CGCT, Code général des collectivités territoriales, dans une telle hypothèse de demande de retrait. Ces démarches s'inscrivent dans le cadre des travaux menés par le syndicat du Puy des Fourches, les airs, sur la mise à jour de ces statuts, afin qu'ils soient conformes à la réglementation en vigueur et adaptés au fonctionnement actuel du syndicat, et qui ont notamment fait apparaître la nécessité que les communes membres pour lesquelles la compétence production d'eau n'est pas exercée par le syndicat par transfert, mais par convention,
9 fois plus adhérentes au syndicat. Les délibérations des communes et les documents d'incidence à se réaliser ayant été transmis au syndicat, son comité syndical s'est réuni le 26 septembre 2025 et une délibération approuvant le retrait des deux communes au 31 décembre 2025, ainsi que les modifications statutaires induites par ces retraits, a été adoptée. En application des dispositions de l'article L5211 alinéa 19 précité, les membres du syndicat doivent être consultés dans le cadre de cette procédure. Le préfet ne peut adopter un arrêté de retrait que si une majorité qualifiée des membres donne son accord concernant celui-ci. Le syndicat du Puy-des-Fauges-Lozère invite donc les conseils municipaux à se prononcer dans un délai de 3 mois à compter de la notification de leur délibération sur les retraits et sur les modifications statutaires qui en découlent. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions avant de passer au vote? Pas de questions? Là, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Adopté, donc. Merci, William. Concernant la délibération suivante, il s'agit d'approuver la modification des statuts qui a déjà été présentée en conseil communautaire. En effet, la loi numéro 2023-1196 du 18 décembre 2023 a introduit la notion d'autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant. Au 1er janvier 2025, les communes sont donc devenues autorités organisatrices de la petite enfance, sous réserve des compétences exercées par le niveau intercommunal, ce qui est notre cas. Donc, pour mettre en adéquation le libellé de compétences, il est proposé de modifier cet article 13 de la façon suivante, en précisant que cet article vise l'élaboration et la mise en œuvre des opérations d'intérêt communautaire et d'une politique en faveur de l'enfance-jeunesse. Sont déclarés d'intérêt communautaire les actions et les équipements suivants: l'aménagement, l'entretien des équipements concernant la petite enfance, l'enfance, la jeunesse. Rentre dans ce cadre le transport de mineurs dans le cadre de ces activités et l'exercice de cette compétence a des missions bien précises: recenser les besoins des enfants de moins de 3 ans et de leurs familles, informer et accompagner les familles, planifier et, au vu du recensement des besoins, le développement des modes d'accueil et soutenir leur qualité. La réalisation, la mise en œuvre et la gestion de toutes les actions en faveur de l'enfance et de la jeunesse qui s'adressent à l'ensemble des habitants des communes membres de la communauté concerne la conduite d'une politique d'accueil de populations nouvelles et la réalisation de toutes les actions y afférentes. Les autorités organisatrices de l'accueil du jeune enfant qui exercent la compétence de planification du développement de l'offre d'accueil doivent rendre un avis sur l'opportunité d'installation d'un établissement ou d'un service d'accueil de droit privé au regard des besoins de leur territoire. C'est ainsi qu'une commission devra être mise en place par la communauté de communes. En outre, hormis l'article 13, il s'agit de mettre à jour plusieurs statuts de la communauté de communes concernant d'abord la commune nouvelle de Montaignac-sur-Doustre à la suite de la fusion avec la commune du Jardin,
le nouvel adressage du siège social, avenue d'Épinette, la suppression des compétences optionnelles qui sont devenues facultatives, la vente de la maison d'accueil à Moustier, la construction de la billetterie du château de Ventadour, le changement de dénomination de l'auberge des Bruyères à Chaumeil, devenue auberge des Bruyères corésiennes, le retrait de la maison Pays des Monédières suite à sa désaffectation par délibération de la communauté de communes et de la commune de Chaumeil, l'évolution des outils de promotion de la randonnée, concernant en particulier les chemins de petite randonnée, l'institution de la conférence des maires, composition du conseil et du bureau communautaire, et le remplacement enfin du terme de receveur par comptable. Il faut préciser que le conseil municipal de chaque commune membre de l'EPCI dispose d'un délai de 3 mois à compter de la notification de cette décision. À défaut de délibération dans ce délai, la réponse du conseil municipal est réputée favorable. Avez-vous des questions? Non. Donc, je propose à Monsieur le maire d'approuver. Monsieur le maire, propose au conseil municipal d'approuver les modifications statutaires proposées, de valider les nouveaux statuts de la Comcom joints à la présente délibération et de charger Monsieur le maire de faire parvenir cette délibération à Monsieur le sous-préfet d'Ussel et d'en informer Monsieur le président de la communauté de communes, ce qui sera le plus difficile. On peut voter donc qui s'oppose, qui s'abstient. Je vous remercie. Elle avait présenté la même à la Comcom. C'est pour ça, et c'est fini maintenant, tu vois, ça ne sera plus elle. Alors William, il est adhérent à la Fédé d'électricité. Alors, délibération numéro 8, Fédération départementale d'électrification et d'énergie de la Corrèze, la FDE. Modification des statuts. Monsieur le maire informe le conseil municipal que, par délibération en date du 27 septembre 2025, le comité syndical de la Fédération départementale d'électrification et d'énergie de la Corrèze a validé une procédure de consultation de ses membres et de révision des statuts dont les dispositions principales sont présentées en annexe. Les parties non révisées demeurent inchangées et peuvent être consultées sur le site internet de la Fédération. En résumé, cette révision concerne la modification du périmètre de certains de ces secteurs, en particulier celui des pelotons, la mise en place de nouvelles compétences en matière d'éclairage public telles que la maintenance et l'exploitation des installations, la maîtrise d'ouvrage des mises en valeur des bâtiments pour les communes qui le souhaiteraient et ou l'éclairage sportif, la participation à l'élaboration d'un plan corde de rue simplifié, PCRS, et la possibilité de se définir comme autorité publique locale compétente. Monsieur le maire indique que tous les membres de la fédération, c'est-à-dire 212 communes, sont appelés à délibérer pour accepter ou non ces nouveaux statuts. Il rappelle qu'ils seront adoptés si la majorité qualifiée des collectivités membres est favorable. L'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions est prévue pour le 23 mars 2026. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Dans tous les conseils municipaux, il faut reprendre la même ligne. Oui, tout à fait. Il faut donc juste en aparté, là, pour que vous y connaissance, la direction d'électricité nous a permis d'échanger à un coût abordable 1000 lampadaires dans la commune. Hein. Donc on a changé toutes les lampes à sodium et puis il n'y avait plus de lampes à mercure hein, ou des lampes qui éclairaient donc le ciel par des lampes LED. Et puis ça nous permet de voir donc les économies réalisées au niveau de la consommation d'électricité. On a un site qui permet de voir et on a actuellement donc 40% d'économie sur la consommation d'électricité. Voilà, donc et puis ça permet d'avoir, grâce au département aussi, des aides intéressantes, les C2E, avec
C'est pas lui. Voilà. Et actuellement, donc, on rembourse sur 7 ans sans intérêt, en autour de 50 000 euros, qui est équivalent à peu près à l'économie d'électricité qu'on réalise. C'est une bonne affaire. Et merci William de nous avoir accompagnés durant ce mandat. C'est pas de problème. Juste une précision, ces nouvelles compétences, les communes ne seront pas obligées d'y adhérer systématiquement. Elles peuvent faire le choix d'adhérer ou pas à ces nouvelles compétences. Elles ont pour but, ces compétences, j'allais dire d'éclairer, de mettre l'ouvrage de la commune sur des dispositifs que l'on n'est pas forcément censé connaître, si vous voulez. Voilà, on le conseille. Voilà, et j'ajouterais aussi que la Fédé a négocié des marchés sur le coût de l'électricité et le coût du gaz, sur les énergies, avec 12 autres départements, aussi bien d'Occitanie que de Nouvelle-Aquitaine, pour essayer de promouvoir un prix intéressant sur le kilowattheure. Voilà, donc, c'est bien effectivement de se regrouper pour avoir des prix abordables. Ouais. S'il n'y a plus d'autres questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Adopté. Donc la délibération numéro 9, décision modificative numéro 1, budget principal. Monsieur le maire propose au conseil municipal d'adopter une décision modificative numéro 1 afin de compléter les prévisions initiales du budget principal. Le budget primitif 2025 et la décision modificative numéro 1 s'équilibrent de la manière suivante. Section de fonctionnement du budget primitif 6 783 402,78 €. UDM numéro 1 de 38 080,0. Budget EDM 6 821 483,78. Section d'investissement OPP 4 957 057,51. Une décision modificative de 405 239,95 €, soit budget EDM 5 362 297,46. Un total, budget primitif 11 740 460,29. Décision modificative numéro 1 443 320,95 €, soit DM et budget 12 183 780,24. Donc vous avez eu les annexes d'édition modificative, juste en résumé. Alors on a fait des décisions modificatives sur certains points, on n'aurait même pas été obligé de le faire par rapport à la M57, vu les montants sur certains chapitres. Notamment sur le chapitre 11, vous voyez DM de 14 700 €, ce sont plutôt des réajustements d'articles. Et garder un peu de marge de manœuvre au cas où, mais même en exécution, on était à 75% au 30 septembre. Donc, pour 9 mois sur 12, c'est 75%. Donc, normalement, il ne devrait pas y avoir de dépassement. Mais on a gardé la marge de manœuvre, tout comme sur les charges de personnel, le chapitre 12, on rajoute 54 905,15. Ce qui fait, avec les différentes modifications, également la section d'investissement qui diminue de 70 823 €. Et ça veut dire qu'on a quand même un virement prévisible de plus d'1 300 000 €, qui est quand même très satisfaisant. Les autres charges de gestion courante, plus 32 000 €. Donc, dedans, il y a l'article sur les droits d'utilisation de cloud, enfin, ça c'est pareil, c'est des reclassements entre les prestations de services en chapitre 11 et cet article-là, 29 810 €. Et les subventions, on a donné attribué un peu plus de subventions aux associations que ce qui était prévu au budget, pour 2190 €. Sur les recettes, rien de bien phénoménal derrière. Et puis donc vous avez vu sur la section d'investissement, il y a eu quelques modifications. Donc la reconversion de la minoterie, on a prévu de 50 000 € de plus, vu l'état des chiffres, donc on a 350 000 € d'inscrits d'ores et déjà au budget 2024, d'ailleurs du budget 2020. Bon, j'ai enfin de modifier, je vais la feuille. Avec 24, on est bien sur 25. Voirie et réseau, travaux divers, on a rajouté 80 000 €. Ça fait 880 000 € de budget voirie et réseau divers sur l'année. Donc c'est un budget conséquent, mais qui prend aussi en considération les réseaux d'eau pluviale. Travaux équipement école, c'est des réajustements. Équipement communaux divers, il y a 235 000 € de plus. Donc on parlait tout à l'heure de C2E. Ça, c'est les raccordements au réseau de chaleur qui ont des bâtiments, donc boulodrome, air couvert, boulodrome et ainsi de suite, mais qui ont été après, vous voyez en recettes, ont été financés par des C2E. Donc on inscrit en recettes, on inscrit en dépenses, et là l'opération est neutre pour la commune. Les listes couverts, on réajuste, et les bâtiments, toiture, bâtiments publics, pareil, on a réajusté. On en reste quand même 150 000 €, mais bon, le reste, on ne les fera pas cette année, et non plus vu
la capacité des entreprises à effectuer les travaux, ce n'était pas possible. Et puis on a inscrit en recette, comme chaque année, les subventions derrière qui ont été attribuées, donc les organismes couverts, notamment la DETR de 150 000 €, la subvention d'éducation nationale qui a été perçue pour les écoles, et puis celle qui n'est pas inscrite dessus, mais après il doit y avoir, si je ne m'abuse, une délibération un peu plus loin, c'est sur le schéma départemental, donc vous verrez que la subvention est un petit peu redistribuée par rapport aux travaux qu'on n'avait pas fait et par rapport au projet tennis. Donc on n'a pas pu inscrire la subvention qui devrait être versée par le département. On remercie le département, peut-être en amont, mais ça ne mange pas de pain. 120 000 €, donc, qui doit être attribué par le conseil départemental derrière, mais qui, comme la commission permanente ne s'est pas réunie, on n'a forcément pas d'arrêté, donc par sincérité, on n'inscrit pas une recette quand on n'a pas l'arrêté. Mais j'ai très bon espoir, mais Jean-Marie me contredira si ce n'est pas le cas. Donc voilà les informations sur le budget. Sur le budget principal, la décision notificative numéro 1 qui a été examinée en commission des finances et où il n'y avait pas eu d'observation particulière. Donc je ne sais pas s'il y a des remarques et des questions. S'il n'y en a pas, on va mettre au vote. Donc monsieur le maire propose au conseil municipal d'adopter la décision modificative numéro 1. Qui est contre? Qui s'abstient? 5 abstentions. Et donc 22 pour. Je vous en remercie. La décision numéro 10 par rapport à l'eau, au budget de l'eau, monsieur le maire propose au conseil municipal d'adopter une décision modificative numéro 1 afin de compléter les prévisions initiales du budget annexe de l'eau. Le budget primitif 2025 et la décision modificative numéro 1 s'équilibrent de la manière suivante. Donc je vais vous donner les clés totaux. Le budget primitif 3 746 623,51, une décision modificative numéro 1 200 000, donc 50 et 50 en exploitation et en investissement. Ce qui fait un budget, une décision modificative de 3 846 623,51 €. Donc si vous avez regardez les annexes derrière, vous voyez il y a 50 000 € de plus de recettes, donc ça c'est les ajustements de redevances de la SOR par rapport aux consommations, par rapport à ce qui a été effectivement versé. Donc ces 50 000 € de plus, ça permet un virement de 50 000 € de plus à la section d'investissement et de rajouter 50 000 € de travaux qui permettront de faire face aux urgences s'il y en avait sur la fin d'année, sachant que normalement sur l'eau, il n'y a pas de souci, sauf par rapport au budget qu'on avait prévu. Et puis par rapport à la question tout à l'heure de Dany sur le radeau, là ça a été pris en charge sur les travaux d'hiver qu'on avait pu budgéter jusque-là. Donc c'est pareil, ça a été examiné en commission des finances le 21 octobre, pas d'avis particulier. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des remarques. S'il n'y en a pas, on va mettre au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? 5 abstentions, 22 pour. Je vous en remercie. Donc vous remarquerez, il n'y a pas de décision modificative sur l'assainissement parce qu'il n'y avait pas lieu d'en avoir, sachant que les travaux principaux d'assainissement, principaux, c'est le cas de dire, c'est le schéma directeur d'assainissement. Il y avait tous les crédits qui sont inscrits dessus. Donc ça suit son cours. On a largement les crédits pour faire les travaux. Donc il n'y avait pas lieu d'avoir d'EDM. Tout comme sur le lotissement du Bosquet, il n'y a pas eu de mouvement sur l'année. La délibération numéro 11, ouverture des crédits d'investissement pour l'année 2026. Donc je vous dispense de la lecture de l'article. C'est le même principe qu'habituellement qu'on en a fait toutes les fins d'année durant le mandat. C'est par rapport au budget qui a été voté sur 2025 pour permettre à la collectivité de fonctionner jusqu'au vote du budget 2026. On peut réinscrire le quart des crédits qui étaient, on peut voter 25% en 2026, 25% des crédits qui avaient été alloués en 2025. Donc le fin de facilité gestion des dépenses d'investissement début d'année est dans l'attente du vote des budgets 2026. Monsieur le maire propose au conseil municipal d'accorder cette autorisation. Cette autorisation, comme je l'ai dit, portera sur le quart des crédits ouverts au budget 2025 par opération d'investissement correspondant au montant suivant. Je vais il y a quand même voirie et réseaux divers, ça fait 220 000 de crédits ouverts. Bâtiments communaux divers, 127 500. Travaux équipements école, 2 750. Équipements communaux divers, 121 375. Matériel et divers, 36 000. Éclairage public, illumination de Noël, 30 317,37. Informatique et téléphonie, 2025, 4 375 €. Acquisition foncière, 25
20 000 euros. Tennis couvert 163 760. Alors on le met parce qu'on met l'écart, mais je vous rassure, on ne dépensera pas 163 000 euros de plus par rapport à ce qui a été inscrit sur l'année. Et les toitures bâtiments publics, 37 500 euros. Pour l'eau, même principe, travaux et réseaux divers 2025, 55 304 euros. Et en assainissement, travaux et réseaux divers, 104 277,60. Monsieur le maire précise que le budget annexe de lotissement n'est pas concerné par ces dispositions. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des remarques. S'il n'y en a pas, on va mettre au vote. Donc, monsieur le maire propose au conseil municipal de l'autoriser à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement par opération en attente de l'adoption des budgets primitifs 2026 selon les modalités exposées précédemment. Qui est contre, qui s'abstient, donc adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Et vous n'oublierez pas d'aller signer à la sortie. Oui, Muriel, voilà. Enfin, j'ai rarement vu, là, ça fait 30 ans que je suis élu avec le temps, d'avoir finalement la section d'investissement de 1,3 million quand même. Bravo donc au service de comptabilité. Et puis à vous, élus, on est resté quand même dans les objectifs. On est à 75%, comme il disait tout à l'heure, 37 ans quand même, au niveau de la masse salariale. Donc, c'est vraiment monsieur le choix. Délibération du versement de l'avance de subvention du budget principal. Versement de l'avance de subvention du budget principal du CCAS. Comme chaque année, monsieur le maire indique qu'il convient de verser une avance sur la subvention annuelle attribuée au Centre communal d'action sociale. Cette avance permettra de faire face aux charges courantes de fonctionnement dans l'attente du versement des subventions de l'État, de la Caisse d'allocation familiale et du Conseil départemental de la Corrèze. Monsieur le maire propose au Conseil municipal d'autoriser le versement d'une avance sur la subvention du Centre communal d'action sociale au titre de l'année 2026 pour un montant de 50 000 euros. Il est précisé que la dépense afférente sera assurée au moyen de crédit inscrit à l'article 657-362 de la section de fonctionnement du budget principal. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Alors, c'est pour les tâches municipaux. Approbation des tarifs municipaux 2026. Monsieur le maire propose au conseil municipal de se prononcer sur les différents tarifs communaux pour l'année 2026 concernant les régies municipales, droit de place des foires et marchés, location de salles municipales, concession au cimetière écolo-aquarium, droit d'entrée des équipements sportifs et culturels, droit d'entrée des spectacles, repas des restaurants scolaires, service du minibus, mise à disposition d'aubaines, les travaux en régie et location de matériel, travaux réalisés par les agents communaux et refacturés à des organismes extérieurs, coût réel du salaire moyen du cadre d'emploi concerné augmenté de frais de gestion, location de matériel communal à des organismes extérieurs, entretien de terrain réalisé par des services techniques en cas de carence du propriétaire et suite à une mise en demeure restée sans effet. La Commission des finances a examiné ces tarifs lors de sa réunion du 21 octobre 2025 et le tableau récapitulatif est joint à l'annexe. Sur celui-ci, les tarifs modifiés ou ajoutés sont soulignés en jaune. Donc tout est resté comme avant, sauf les locations de salles municipales. Donc le forfait nettoyage, c'était de 600 €, il est passé à 1 200 €. Il n'y a que cela qui change. Sur l'espace Montado. Voilà. Bien. Je suis. Alors, monsieur le maire propose au conseil municipal de fixer les différents tarifs communaux pour l'année 2026, conformément au tableau joint en annexe. Très bien, clair. Voilà, c'est possible. Oui, il y a qu'une chose qui me turlupine un peu, il faudra qu'on y regarde par rapport au service des web. J'ai vu les résultats là, du rassemblement samedi dernier pour le mariage de la petite de Julie, là, et il y avait un camion entier de sacs noirs. Donc, je ne sais pas comment effectivement facturer
le ramassage des sacs à des manifestations aussi importantes. Là, on a affiché au niveau de la Comcom, mais ce n'est pas au niveau des glotons. Là, ça pour toutes les salles municipales, quand il y a effectivement des festivités où il y a des repas, quand même. C'est sur le dos de la commune après que ça retombe. Voilà, donc c'était juste la précision. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Persuasive. C'est l'idée. Modification numéro 1, l'autorisation de programme et crédit de paiement pour l'opération raccordement du Puy des Fourches. Monsieur le maire rappelle que les autorisations de programme et les crédits de paiement visent à planifier la mise en œuvre d'investissements sur le plan financier en cohérence avec les volets organisationnels et logistiques. Tout en apportant une plus grande transparence, ce dispositif permet d'optimiser la gestion pluriannuelle des investissements en respectant les règles de l'engagement comptable. Le début des travaux initialement prévus au dernier trimestre 2024 ont été décalés d'une année. Le tableau présenté en 2024 nécessite par conséquent une mise à jour comme suit. Donc pour 2026, les dépenses totales TTC s'élèvent à 4 618 608,60 €. Pour le lot 1, canalisation, 4 407 523,80 €. Et pour le lot 2, équipement, 211 084,80 €. L'intégralité des travaux sera réglée sur l'exercice 2026. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'ai juste une observation. Quand on voit l'ampleur de la dépense, là, 4 618 000 €, et qu'avec ça, on n'a pas encore acheté le moindre premier mètre cube d'eau au Puy des Fourches, moi, je m'interroge sur la durée d'amortissement de l'équipement. Enfin, ça, il n'y a qu'à dépense qui est inscrite. On a tout le subventionnement aussi en face, derrière, et qu'on a déjà évoqué sur les calculs qui avaient été faits sur l'amortissement des travaux. Il n'y a aucun souci. Le budget aujourd'hui de l'eau le permet d'amortir, de l'amortir en l'état actuel des budgets. Alors, le reste à charge est relativement faible par rapport à ce coût-là. Pour répondre à ton inquiétude, qui est amplement partagée par moi aussi, je suis d'accord avec toi. Donc, on ne prendra plus si on poursuivait, il fallait aborder dans le même montant la réflexion entière de la station de contrôlement du Moulin de Boule. On avait fait faire un devis là, par Gétude, ça se monte aux alentours de 4 millions d'euros. Non subventionnés. Donc, alors, soit, ça fait 20 ans qu'on y travaille dessus, soit c'était le fameux plan d'eau là au pont Lambert qui a jamais été accepté, et puis en plus l'été, ici, il ne faut pas se leurrer, il y a des cyanobactéries, il y a toujours des problèmes. Il y avait aussi donc, remonter le niveau d'eau de l'étang de Millet, voilà, ça causait plein d'autres problèmes. Et puis l'agence de l'eau nous a imposé cette solution, je veux dire, pour financer avec le département par les scénarios. Lorsque la station du Moulin de Boule ne sera plus utilisée normalement, donc on fait une estimation entre 40 000 et 60 000 € d'économie pour la SOR. Voilà. Et puis nous, on verra effectivement comment on peut jouer, ce que disait Nico, qu'on est quand même des élus avertis, hein, et puis on anticipe le reste. Voilà. Merci Charles. Monsieur le maire propose au conseil municipal d'adopter la mise à jour d'autorisation de programme et les crédits de paiement pour l'opération d'interconnexion du Puy des Fourches. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc 5 abstentions. Je vous remercie. Alors, délibération numéro 15, fixation de la durée d'amortissement de la subvention de 2019 et de 2020. Monsieur le maire expose un rapport avec la mise à jour de l'actif. Il convient de fixer une durée d'amortissement pour des subventions versées en 2019 et 2020 dans le cadre du contrat de partenariat entre la Fondation de l'Université de Limoges et de la ville des Glotons, et ce à hauteur de 6 000 €. Comme le 2041 581 S 219 001 2000 €, comme 204 15 81 2020 Fondation Limoges 4 000 €, soit 6 000 €.
Monsieur le maire propose au conseil municipal de fixer la durée d'amortissement de ces subventions à 1 an, de l'intégrer au budget 2026. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci Adrien. D'ailleurs, à ce propos, on a une grande réunion la semaine prochaine qui réunit le président de l'université, tous les composants de l'université de Limoges à Égletons, effectivement pour le devenir de la structure d'enseignement supérieur Égletons. Donc pas d'inquiétude, puisque l'École nationale supérieure d'ingénieurs de Limoges a créé une dominante génie civil à Égletons, et puis on a maintenant des étudiants en 4e et 5e année, donc ils renforcent effectivement la capacité d'attraction des Égletons avec les FIATP, le ATP et plutôt des entreprises locales. Voilà, c'est ce que je tenais à souligner. Délibération numéro 7, régulation d'amortissement comptable du compte 204 par le compte 1068. Monsieur le maire expose que dans le cadre de la mise à jour de l'actif et des amortissements, il convient de régulariser les écritures non amorties de 2015. Compte 204 132, 36 839,85 €. Compte 241 481, 1557,51, soit 38 397,36 €. Il est proposé de comptabiliser cet amortissement restant par le débit du compte 1068. Qui est contre? Merci. L'État est beaucoup plus rigoureux dans ce qui nous fait passer les délibérations comme ça que l'impression de son propre budget, avec la boutade du soir. Délibération numéro 17, avenant de redéploiement au contrat de solidarité communale. Monsieur le maire expose que lors de la séance en date du 21 février 2023, le conseil municipal a approuvé le contrat de solidarité communale 2023-2025 avec le conseil départemental de la Corrèze. Certaines opérations recensées dans ce document n'ont pas été réalisées et ces crédits peuvent être réaffectés sur l'opération de construction du tennis couvert. Il s'agit des opérations suivantes: ouvrage d'art, subvention de 13 500 €, tennis, agréage et grillage, subvention de 24 000 €, aire de jeux d'enfants et mobilier lac du Dérault, subvention de 20 000 €. Monsieur le maire propose au conseil municipal d'approuver l'avenant de redéploiement du contrat de solidarité communale. Qui est contre? Moi j'ai une question. L'ouvrage d'art en question, c'était le pont en dessous du village de Marzé. Son état ne s'est pas amélioré, il n'y a pas eu de travaux. Donc à vrai dire, moi je ne comprends pas qu'on enlève cette ligne, parce qu'il y a longtemps que les travaux auraient dû être planifiés. Et entre la sécurisation d'un pont et subventionner une partie d'un tennis couvert, il n'y a pas photo. Alors après, le plan se termine. J'aimerais rectifier si des bêtises, mais le plan se termine fin 2025. Comme tu l'as noté, les travaux n'ont pas été engagés, alors après, on peut peut-être nous le reprocher, mais derrière, de toute manière, même si on avait laissé inscrit au schéma départemental, elle aurait pu nous être versée vu que la dépense n'est pas engagée derrière. Donc sur le prochain contrat avec le département, on réinscrira certainement, ou sera certainement réinscrit cet ouvrage-là, et il sera subventionné à ce moment-là. Aujourd'hui, il n'est pas engagé, donc avant le 31 décembre, il ne pouvait pas être mis en subvention. Alors, mais c'est peut-être un tort. Il n'a pas été engagé. Oui, pour répondre à ton interrogation, il y a les masters de l'unité de la section d'inspection et de maintenance d'ouvrage d'art ont expertisé tout l'ouvrage, déjà d'une part, donc on est prêt, si vous voulez, donc avoir surtout des affouillements de berges, effectivement, au niveau de cet ouvrage. Voilà, mais effectivement, donc il faut se pencher, je pense, au prochain mandat sur la réflexion ou la réhabilitation de cet ouvrage. Qui est contre? Alors, qui est contre? Oui, qui est contre? Bon, c'est bon. Voilà, énième épisode, et c'est Nico qui présente.
n'engage plus quand on parle des garanties d'emprunt pour obligatoire habitat, ce que je dis souvent ces dernières, mais ça revient. Par contre, c'est pas une nouvelle garantie d'emprunt, c'est par rapport au même emprunt qu'on avait garanti la fois précédente. C'est simplement qu'il y a eu un changement de numéro de police. On n'a pas le numéro de police, donc comme il n'y a pas le numéro de police, on n'a pas inscrit dans la délibération. Et comme c'était pas dans la délibération, ça ne convenait pas à la caisse des dépôts pour prendre la garantie. Donc en fait, on prend exactement la même garantie qu'on avait prise la fois précédente, donc la délibération 18, garantie d'emprunt au profit des logements habitables pour l'acquisition de 14 logements. Donc on parle, indique que la commune a été sollicitée par Régleton Habitat pour accorder sa garantie pour le remboursement d'un emprunt d'1 400 000 € pour le financement de l'acquisition de 14 logements souscrits auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Donc la garantie, je vous dispense de tout le détail, mais voilà, ça rappelle que la garantie de la collectivité est accordée à hauteur de 50% de la somme principale, soit 700 000 €. Ce prêt constitué d'une ligne de prêt destinée à financer donc l'opération de Cité des Châteaux, parc social public, transfert de patrimoine de 14 logements situés sur plusieurs adresses à Égletons. Vous avez le détail des caractéristiques du prêt qui est un prêt sur 30 ans. Dessus, voilà ce que nous pouvons en dire. Donc, monsieur le maire, c'est pas monsieur le maire, il n'a pas le droit d'être là, monsieur le maire. Non plus. C'est monsieur l'adjoint aux finances, propose au conseil municipal d'accorder sa garantie à hauteur de la somme principale de 700 000 €, augmentée de l'ensemble des sommes pour être due au titre du contrat de prêt. Ce prêt constitue une ligne de prêt est destinée à financer l'acquisition de 14 logements dans le cadre d'opération Cité des Châteaux. D'accorder sa garantie pour la durée totale du prêt jusqu'à complet remboursement de celui-ci sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par l'emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité. Sur notification d'impayé par lettre recommandée de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à l'emprunteur pour son paiement en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. De s'engager pendant toute la durée du contrat de prêt à libérer en cas de besoin des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci. Donc il est précisé que M. Charles Ferré, maire et président d'Égletons Habitat, ne participe ni à la préparation, ni au débat, ni au vote de cette délibération. De plus, mesdames Vidal, Carrara, Vidalba, Rivet, Del Sol et M. Itatin, qui a un pouvoir, du fait de leur qualité d'administrateur d'Égletons Habitat, ne participent pas au vote de cette délibération. Et cette délibération donc annule la précédente. Qui est contre? Juste, pourquoi on cite de Cité des Châteaux? Pourquoi la Cité des Châteaux? C'est les 14 maisons. Non, mais il y a la Cité des Châteaux aussi. Oui, alors j'ai la réponse. Donc, en fait, c'est la Caisse des dépôts, la Banque des territoires qui a nommé arbitrairement ce programme Cité des Châteaux, même s'il y a plusieurs adresses comme c'est notifié. Donc, comme dans le contrat, il y a marqué opération Cité des Châteaux, on est obligé de reprendre dans la délibération cette dénomination. Bon, après, c'est pas. Oui, mais c'est bien. Il y a plusieurs points. Donc, qui est juste. Si on pouvait avoir régulièrement un état des garanties d'emprunt. Mais on aura sur le compte administratif tous les ans, dans les annexes. C'était une remarque qu'avait fait la CRC, me semble-t-il, dessus. Donc ça fait partie des annexes, mais quelles étaient derrière les annexes derrière. Donc les annexes tous les ans annexées au CA, elles existeront. Parce qu'on avait eu quand même une alerte en début d'année sur le compte de l'OPHLM. Donc, bon, si jamais il y avait un défaut de paiement. Il n'y a pas de raison, mais oui, on transmettra avec vous l'aviez eu sur le précédent CA. Donc les garanties, il y a l'évolution de ce qui a été pris sur l'année. Et puis le remboursement des emprunts qui a été effectué sur l'année. Sinon, il n'y a pas eu de changement particulier, hormis celles qui sont rajoutées, mais en déduction en fait aussi des remboursements d'année. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Donc c'est adopté à l'unanimité des personnes votantes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a priori qui ne votent pas. Donc il y aurait 20 pour. Donc 19 pour. Après, il faut peut-être recompter tous les pouvoirs aussi, parce qu'il y a d'autres qui doivent avoir des pouvoirs. On s'est adopté l'unanimité et on recomptera les voix.
Mon délibération numéro 19. Abrogation de la délibération 2016 sur 61. Monsieur le maire expose que la délibération en date du 11 mai 2016, la collectivité a fixé le tarif de la création d'une entrée sur une parcelle de terrain à 504,50 €. Ce tarif concerne la création de passages de bateaux pour une entrée de parcelle de 5 mètres linéaires de largeur, hors travaux relatifs aux eaux pluviales, déplacement de grilles à valoir et la mise à niveau du regard sur le trottoir. Depuis lors, la commune a adopté son règlement de voirie par délibération 2017 sur 62 du 1er juin 2017. Son article 12.1 dépose que la création d'un accès sur la voie publique, porte cochère, entrée charretière ou abaissement du trottoir type bateau est soumise à autorisation et aux frais du demandeur suivant les tarifs communaux en vigueur votés par le conseil municipal. Les deux délibérations concernant les dispositions contradictoires, il convient d'abroger la délibération 2016 sur 61. Monsieur le maire propose au conseil municipal d'abroger la délibération 2016 sur 61 en date du 11 mai 2016. Moi j'ai une observation. Donc on va autoriser des riverains à intervenir sur la voie publique, ça revient à dire ça, à leurs frais. Par contre, je pense qu'il faudra être vigilant sur le cahier des charges qu'on leur imposera. Le règlement de voirie, enfin je ne sais pas si c'est là la bonne place pour le mettre, mais on voit bien dans la ville que justement les sorties bateaux, c'est vraiment un point noir sur les trottoirs. C'est un point d'usure. Et donc si les riverains investissent, ils vont peut-être chercher à économiser ou le moindre coût, mais à la fin c'est la continuité du trottoir qui pourrait être affectée. Pour tout te dire, on a pris le règlement du département et à chaque fois, effectivement, on demande une permission de voirie avec des travaux qui vont être envisagés. Et on a été vigilant parce qu'il y en a qui ne s'embêtent pas avec une meuleuse, si la tête du trottoir, ils sont rangés chez eux, puis il n'y a plus effectivement de fil d'eau. Mais je suis d'accord avec toi. Ok, ça fait voter. Qui est contre pour cette abrogation et qui s'abstient? Adopté. Donc, déclassement de la RD 142 en classement en voirie communale. Monsieur le maire informe le conseil municipal, le conseil départemental est favorable au transfert de la voirie communale, de la RD 142, c'est-à-dire la route de Saran qui va du giratoire du Carrefour Grafolière jusqu'au giratoire de l'autoroute, soit une longueur de 1 km 768 mètres. Donc la portion de cette RD 42, vous l'avez en annexe, vous avez le tracé donc sur le schéma joué en annexe, vous voyez juste le giratoire des Combles n'est pas fait en compte parce que ça concerne la RD 16 qui vient de Saint-Thérier et qui part sur la route. Et pour info, le conseil départemental a investi 232 000 € dans la réflexion de cette route avant le transfert dans le domaine communal. Donc, monsieur le maire propose au conseil municipal de donner son accord pour le classement et l'incorporation dans le domaine public communal de la portion donc RD 142 sur une longueur de 1 km 768 et de le mandater pour mener à bien la procédure en liaison avec les services du conseil départemental. Le transfert de cette voirie prendra effet à compter de la date du déclassement décidé par le conseil départemental en commission permanente. À compter de cette date, la commune se substituera au conseil départemental dans l'ensemble de ses droits et obligations liés à ces actions de voirie, notamment en ce qui concerne les accès riverains, les permissions de voirie et autres responsabilités. Est-ce que vous avez des questions?
Oui, toute la traverse, la 1089, la traverse de la ville, la D16 qui vient de Saint-Thérier qui part sur Marciac, le boulevard qui descend dans les ATP, l'avenue Pape-Cousin, il va y avoir de mémoire l'avenue de la gare, une partie de la route qui vient de Ibis et qui remonte jusqu'à Charal, jusqu'au passage à niveau, s'arrête là, la départementale. Donc, peut-être qu'il y en a encore un bout de quelque part, mais. J'avais connaissance pour la départementale pour la 89, mais je ne savais pas qu'elle était sur ça. Ah, si. Ben, c'est les routes de transfert. Et souvent, en milieu urbain, ce qu'on fait au niveau du conseil départemental, toutes les routes qui sont en milieu, à part les grands axes, en agglomération, en obligation de la chaussée, tout le reste, c'est pour la police du maire et l'entretien du maire, que ce soit les trottoirs, que ce soit les limitations de vitesse, choses comme ça. C'est juste la pose éventuellement de coussins berlinois ou de ralentisseurs qui sont qui sont à la charge de la commune, pas à la charge du département. Après, il y a une demande auprès du conseil départemental, parce que comme c'est une voirie départementale, on a un règlement de voirie assez strict. Hein. Par contre, si le département donne un avis défavorable à ces coussins, donc après, c'est pour la police du maire et c'est la charge du maire et la responsabilité du maire s'il y a un incident derrière. Voilà, c'est juste une question, souvent, de responsabilité. Pour répondre à ta question aussi, on a un gros souci actuellement, et ça commence à nous travailler aussi, sur la rocade qui passe derrière l'entreprise de phare. Vous regarderez un petit peu le scellement des tampons, hein, et on a expertisé là cette semaine, parce qu'il y aurait peut-être un transfert de la voie au département, là c'est l'inverse, du CIVA 89 au département, sur la réfection, la chaussée commence à s'envirer, et vous avez un virage qui n'est pas très prononcé, hein. Et si quand vous passez, vous regardez bien, les têtes de regard sont décollées, hein. Et si on n'agit pas assez rapidement, on ne veut pas qu'il y ait un polo qui passe à travers. On a des passages de voirie à gros tonnage, hein, même si l'essieu c'est 13 tonnes par essieu, hein, c'est pas très essieu. Donc vous regardez, on est dessus, on y travaille, on va essayer de consolider cette voie. Elle n'a pas été dimensionnée au départ avec le trafic qu'elle reçoit actuellement. Je pense qu'il y a de la réflexion à faire, sachant que la route départementale, elle vient jusqu'au giratoire de l'Aplot. Après, c'est un bout de route intercommunale. Après, il y a un bout de voie communale. Après, il y a un bout de voie du CIMA. On revient jusqu'au passage à niveau qui est donc à côté de Charal. Et derrière, on reprend sur une route départementale. Voilà. Donc, ça peut être dans la logique d'avoir une continuité de route départementale, surtout pour l'entretien et également pour le dégagement hivernal, parce que les services du département, théoriquement, devraient s'arrêter au giratoire et repartir après. Enfin, bon, après, je pense que les services sont assez intelligents, la mairie et le département, on le fait intelligemment, mais bon, après, c'est une réflexion à apporter, ce qui veut dire que s'il y a un transfert de cette route communale, intercommunale, CIMA, tout ce qu'on veut, dans le domaine routier départemental, ça veut dire que le département, en échange, demandera des déplacements de route de travers des bétons, comme par exemple la ville de Pape-Cousin ou autre, dans le domaine communal. Après, bon, c'est une question de transfert. À mon avis, ça paraît plus logique que le département ait à charge cette route qui est, comme dit, un fort trafic avec plein de choses. On a des moyens différents que peut avoir la commune et également des moyens d'investissement un peu plus conséquents que peut avoir une commune. Donc voilà, c'est juste une question de coopération entre les différentes collectivités, de gestion intelligente d'une part de l'argent public, hein, parce qu'on va dans des années qui l'argent public sera de plus en plus compliqué, et également de gestion de voirie qui est quand même assez importante, et surtout de sécurité des usagers. Merci de s'il y a pas de questions, il faut quand même le voter, même s'il y a des gens qui sont contre, des abstentions. Je vous remercie. Merci Jean-Marie. Et puis j'ajouterai des services techniques efficients au niveau du département, dans l'équipe qui a une bonne expertise. Alors, délibération.
numéro 21, session du centre équestre. Monsieur le maire rappelle que la SARL Nancy a été retenue en qualité de délégataire pour le service public du centre équestre. Le contrat de délégation a pris effet le 1er février 2017 pour une durée de 10 ans. L'article 5-1 du contrat de délégation de service public liste les cas de fin de contrat. L'un de ces termes consiste en la vente de délégataires avant le terme du contrat. Les délégataires actuels ayant fait part de leur volonté d'acquérir des biens objets de la DSP, Monsieur le maire propose d'accéder à leur demande. L'évaluation des domaines s'élève à une somme de 117 000 € assortie d'une marge d'appréciation de 15%. Compte tenu des travaux à réaliser sur les différentes toitures et la non-conformité du système d'assainissement non collectif, il est proposé de déroger à cet avis et d'accepter l'offre de Nathalie Pouget et Cyril Fay, qui s'élève à 90 000 €. Pour rappel, le centre équestre se compose d'un bâtiment principal, bon, je passe sur tout le détail, d'un bâtiment principal, de bâtiments attenants, de carrières d'entraînement et de concours, d'équipements hippiques divers, de prairies entourant le centre équestre. Aussi, Monsieur le maire propose la cession de ce bien selon les modalités suivantes. Parcelle cadastrée AB numéro 115 et AE numéro 82 et 84, superficie 7,5 hectares, prix 90 000 €. Il précise que le prix est d'un montant inférieur à l'estimation de France Domaine, mais apparaît largement justifié compte tenu des éléments énoncés ci-dessus. Alors avant de faire voter, est-ce qu'il y a des questions? Surtout une remarque, là c'est une nouvelle vente d'un bien qui appartient à la commune. On a déjà vendu le village vacances en milieu de mandat, maintenant on vend le centre équestre, dernièrement on a vendu le château Robert. Et à chaque fois, qu'est-ce qu'on vend? On vend des bâtiments qui ont été insuffisamment entretenus. Alors on est sans doute content de trouver un acquéreur et de se débarrasser des charges d'entretien. Moi je pense que si on investissait peut-être un peu moins et qu'on fonctionnait peut-être un peu mieux, on aurait sans doute moins de dégradation de nos bâtiments publics et on maintiendrait un capital en l'état. Parce que là, on est obligé de rabaisser le coût, c'est bien exposé parce qu'il y a des questions de non-conformité. Mais pour la commune, ce dont on est en train de se séparer, c'est un outil de développement local. Finalement, on n'a plus la main sur la gestion du village vacances, on ne l'aura plus sur celle du centre équestre. Bon, Château Robert, c'est un peu différent. Et pourtant, c'était des beaux outils pour développer notre territoire. Voilà, donc c'est avec une certaine forme de regret qu'on voit partir ce bien, même si nos délégataires sont fort sympathiques, fort courageux et qu'on ne doute pas qu'ils réussiront à faire tourner leur établissement quand il leur appartiendra. Les remarques sont entendables. Après, c'est, je pense, un débat philosophique, voire idéologique, qui peut être. Est-ce que ces bâtiments avaient vocation à être dans le patrimoine de la commune? On peut en discuter. Tous les avis sont entendables et respectables. Peut-être l'entretien a manqué derrière, mais si l'entretien avait été fait, peut-être plus, de toute manière, il y aurait eu un coût aussi pour la commune. Je ne suis pas persuadé que la valorisation à la fin aurait été beaucoup plus importante. Et puis quand on a un délégataire en l'occurrence qui tient la route et qui souhaite acquérir aussi le bien, on a tout intérêt à mon avis à le vendre. On a vu suffisamment de communes, alors soit pour des centres équestres, soit des fois pour des restaurants ou autres, qui ont refusé de vendre à leur délégataire, et où le délégataire est parti, on a vu derrière après les délégataires qui se sont succédés. Alors après, toutes les remarques là sont entendables. À titre personnel, et je pense que mes collègues partagent, je ne pense pas que ces bâtiments avaient vocation à être dans le patrimoine aujourd'hui de la commune. Alors pour ce bâtiment, c'est pas bien quand ils sont vendus, parce qu'il faut que les banques les suivent pas. Et puis on verra par la suite à quel nom c'est, si c'est au bout de nom, si c'est fait. C'est les deux noms, d'accord. Et puis le village de vacances, c'est une belle épine du pied, on est bien content de s'en débarrasser, puisque la commune n'a pas vocation à acheter un village de vacances. Et quand on voit les communes de Corrèze, eh bien, il y a peu de communes comme le village de vacances, c'est vraiment une épine, et puis on n'a pas la même gestion quand c'est une personne privée que quand c'est quelque chose de communal. Et ça, je tiens énormément. Monsieur le maire propose au conseil municipal d'approuver la cession du centre équestre au profit de Nathalie Pouget et Cyril Fay
selon les modalités exposées précédemment, de l'autoriser à signer l'acte notarié à intervenir dans ces conditions avec Nathalie Pouget et Cyril Faye, ainsi que tout document nécessaire à sa mise en œuvre. De dire que si cette vente n'aboutit pas, la délégation de service public ne sera pas renouvelée et que le site sera mis en vente. Est-ce qu'il y a des abstentions? 5, d'accord. Pas de vote contre. Merci. Délibération numéro 22, RICEP, retrait des délibérations appliquant une progressivité à l'IF. Monsieur le maire expose que la délibération du 19 décembre 2024 relative à l'approbation des nouveaux plafonds de l'indemnité de fonction, de suggestion et d'expertise, l'article 4 pour les nouveaux recrutements instituait l'attribution du régime indemnitaire à tout nouvel arrivant par paliers successifs avec mise en place de bilans intermédiaires. La délibération du 27 mars 2025 venait porter correction des périodes d'application des paliers successifs. Après observation du contrôle de la légalité de la CORES, notifié par courrier en date du 16 avril 2025, il apparaît que l'instauration progressive de l'IFSE par variable mensuelle du régime indemnitaire pour les nouveaux agents doit être retirée de notre protocole RICEP. En effet, le Code général de la fonction publique, dans le décret du 20 mai 2014, stipule que toute disposition excluant du RICEP certains fonctionnaires sur le seul critère de l'ancienneté de l'agent et certains contractuels sur la durée du contrat au sein de la collectivité est illégal. Il a été jugé par le tribunal de Nantes le 2 juin 2022 que le fait de restreindre le bénéfice du RICEP à une condition de durée d'engagement ou de durée d'emploi fait une différence de traitement sans rapport avec l'objet du décret qui institue ce régime indemnitaire et méconnaît le principe d'égalité, et à ce titre, la délibération est entachée d'illégalité. Après, donc on en a parlé au CST du 17 octobre 2025, et à l'unanimité, ils ont été d'accord. Donc il est proposé de retirer cette disposition, à savoir l'article 4 de la délibération du 19 décembre 2024 et la délibération du 27 mars 2027. Donc, Monsieur le maire propose au conseil municipal de procéder au retrait de l'article 4 de la délibération et de la délibération 2024-116 et de la délibération 2025-34. Est-ce qu'il y a des questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Je vous remercie pour tout le personnel concerné. Merci. Donc la délibération 23 concerne aussi le régime indemnitaire, mais la filière police municipale n'est pas concernée par le RIFSEP qu'on vient d'évoquer. Donc il y a une réforme, une refonte du régime indemnitaire de la filière police municipale. Et donc maintenant, c'est l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement qui est appliquée, qui est composée d'une part fixe, sur laquelle on a déjà délibéré, et d'une part variable. Donc là, ce qu'on vous propose de faire, c'est d'appliquer le montant de 4 536 € à la part variable. En fait, c'est pour fonctionner comme le reste de la collectivité. Cette somme-là, ce plafond, serait appliqué en fonction des résultats professionnels, comme si c'était du CIA, en fait. Voilà. Donc, on vous propose d'appliquer ça. Le CST s'est également prononcé à l'unanimité sur ce point le 17 octobre. Donc, Monsieur le maire propose au conseil municipal d'appliquer des dispositions identiques à celles prévues pour les agents relevant de la fonction publique d'État et d'appliquer pour la collectivité le montant annuel maximum défini par le tableau ci-dessus, donc les 4 536 €, et de définir ses propres dispositions en introduisant des critères supplémentaires plus restrictifs et propres à la collectivité. Donc ça, c'est notre grille d'évaluation pour le CIA. Y a-t-il des questions sur ce point? Donc je propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté. Lily, tu veux finir pour la PSC? Pour
Protection sociale complémentaire, volet santé. Monsieur le maire indique que la réforme de la protection sociale complémentaire rend obligatoire la participation employeur pour les risques prévoyance et santé avec des échéances distinctes. Si la prévoyance constituait la première étape avec une mise en application au 1er janvier 2025 dernier, la seconde concerne la santé. La participation employeur devient ainsi obligatoire pour le risque santé au 1er janvier 2026 et doit être supérieure ou égale à 15 € mensuels bruts par agent. La participation financière doit être mise en place par l'une des deux procédures suivantes. La convention de participation qui implique une mise en concurrence obligatoire pour sélectionner un contrat auprès d'un opérateur unique, mutuelle, institution de prévoyance ou entreprise d'assurance, sur la base des dispositions prévues par le décret numéro 2011-1474 du 8 novembre 2011. La participation financière n'est versée qu'aux agents, soit par le centre de gestion, dans notre cas, c'est le centre de gestion 19, qui a opéré et la mutuelle nationale territoriale et l'attributaire de l'appel d'offres. Dans notre département, l'adhésion est facultative pour les agents qui restent libres d'adhérer ou non à la convention. La labellisation, la participation financière étant alors versée à tout agent, quelle que soit son assurance, qui rapporte la preuve de la souscription d'un contrat labellisé pour la fonction publique, territoriale, attestation individuelle et labellisation à fournir. Il appartient à la collectivité de se prononcer entre deux possibilités. Le comité social territorial, réuni lors de sa séance du 17 octobre 2025, a exprimé sa préférence pour la procédure de labellisation. Concernant le montant, il a été proposé d'appliquer un montant de 20 € net par agent, 5 € par enfant à charge, en dessous de 20 ans. Il est précisé que ce versement débutera à compter du 1er janvier 2026, sous réserve que le personnel ait fourni son attestation individuelle de labellisation. Monsieur le maire propose au conseil municipal de faire le choix de la labellisation concernant la protection complémentaire des agents sur le volet santé, d'allouer 20 € net par agent et d'ajouter 5 € par enfant à charge en dessous de 20 ans. Et merci Lilou. Ouais, voilà. Donc, ça a été voté à l'unanimité, effectivement. Comment? Oui, c'est le net, hein, voilà, qu'il faut le mettre. Voilà, on a adopté le même tarif pour la communauté de communes donc hier soir, après un sondage auprès des agents, quand même, pour demander quel type de mutuelle. Et c'est marrant parce qu'il n'y a pas eu, disons, donc, un essor sur les mutuelles sur 80 agents. Il y en a à peu près une vingtaine qui ont répondu quand même, ils ne sont pas concernés, c'est compliqué. Et alors, eux, ils ont pris le contrat, celui qu'on appelle le contrat éventé, mais c'est compliqué aussi parce qu'il faudra aller voir chaque agent individuel qui quitte sa mutuelle avec lequel il a actuellement pour prendre le contrat de couple éventé. Vous voyez, c'est pas toujours facile. Hein. Et nous, on s'est plié à ce que voulait donc, le personnel, donc avoir une mutuelle donc, labellisée, et puis on est tombé sur cet accord-là, et ce montant qui doit être réactualisé normalement pour les années prochaines. Voilà. Je méfie toujours de ces mutuelles parce que bon, c'est pareil, c'est pas des philanthropes. Hein. Donc on démarre sur un tarif et puis le contrat est établi pour 3 ans, on peut revoir au cours de 3 ans, on verra après sur des différents scénarios. Donc je fais voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci Lilou. Dans les décisions du maire depuis lors du dernier conseil municipal, donc on a contractualisé l'emprunt de 800 000 € au prix du Crédit Agricole concernant les travaux de raccordement du syndicat plus du Fouques-les-Airs. La demande de subvention de 120 000 € auprès du conseil départemental dans le cadre du contrat de solidarité communale pour le tennis couvert. Et puis Noël approche. On a attribué le marché de location des illuminations à la société Leblanc Illumination pour un montant de 16 824,64 €. Enfin, ça, c'est que le montant. Après, on a quand même pratiquement 4 000 € de frais de nacelle. Et puis 4 semaines que passent les 2 employés communaux canadiens. Cette année, c'est que des illuminations nouvelles, avec un beau sapin sur la place, pas un sapin synthétique, voilà, qui permettra effectivement de mettre en valeur notre patrimoine et puis fêter Noël.
Voilà, si vous avez des questions, il est temps, et puis après, parlez. C'est pas une question, simplement, on a connu un drame terrible là, le week-end dernier avec le Ton, donc je voulais voir si tu pouvais nous proposer une minute de silence pour cette fin de conseil. Tout à fait. Juste pour finir, effectivement, donc on a été appelé à 4h du matin. Patricia est allée sur le site. Moi, je suis passé après. Écoutez, c'est terrible. Mais je respecte effectivement. Donc on fait une minute de silence. Je vous remercie. Alors c'était d'autant plus poignant que samedi à 15h, on célébrait le mariage de la fille Mélie, et c'était quand même très très émouvant. Voilà. Moi j'ai quand même transmis les condoléances de toute la commune, donc aux familles, et puis à tous les entourages, tous ses proches, de la collectivité quand même. Voilà. Donc, voilà. Il y a un autre mariage fin novembre. Je pense que les forces de gendarmerie seront très vigilantes, très vigilantes, sachant que l'accident s'est produit à 4h du matin. Il y avait une surveillance accrue jusqu'à vers 1h, 2h du matin, mais après, donc les gens sont partis. Et ce qui est terrible, c'est que les jeunes s'étaient réunis sur le parking de la Poste, et puis il y avait forcément donc, des compétitions de véhicules. Et ils ont entendu ce bruit énorme, donc ils sont vite précipités en courant, c'était trop tard. La bonne nuit de bruit. Voilà. Bon, j'espère que ça, c'est bien à dire, que ça servira de leçon, j'espère. Et sachant que j'avais vu pendant toute la communauté turque, avec les imams à la prière du vendredi, qui avaient bien mis en garde les gamins, de faire attention à des véhicules qui louent pour le week-end des véhicules, vous avez le type de véhicule, donc il faut vendre ta maison pour acheter un véhicule comme ça, et encore, il en manque. Et puis la recommandation doit dépasser bien haut, donc ça va depuis le jeudi soir, vendredi soir, et puis samedi, donc le malheur est arrivé. Voilà. Donc on est tous désolés, les gamins c'est deux innocents. Un travaillait chez Patrick Porton, c'était un très bon ouvrier, et puis l'autre là, le junior, je ne sais plus où il travaillait, junior. Voilà, les obsèques sont demain à 14h pour le petit Sekera. Voilà, on a bloqué la place là, parce que je pense qu'il y aura beaucoup de monde. Voilà, mais merci de l'attention. Et bien écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et puis à très bientôt.